Des djihadistes les ont pris pour cible dans le centre du pays. Ces dernières semaines, plusieurs pays de la sous-région ont été le théâtre de nombreuses attaques contre des militaires et des civils. Nous serons en direct avec notre correspondant à Bamako dans ce journal. Ali Khochaib devant la justice internationale. Accusé entre autres de crimes de guerre au Darfour entre 2003 et 2004, il est le chef des Janjaweed, cette milice sanglante envoyée par l'ancien président soudanais Omar el-Béchir pour mater une rébellion dans l'ouest du pays. Et puis à la fin de ce journal, nous irons en Éthiopie. Vous verrez que des agents du ministère de la Santé sillonnent les zones rurales du pays pour sensibiliser la population aux gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. Reportage à suivre. Au moins 24 soldats maliens sont morts, une dizaine d'autres sont portés disparus. C'est le bilan de l'attaque survenue ce dimanche. Elle a été perpétrée dans le centre du pays. Elle est imputée à des djihadistes. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant à Bamako, Erwan Chiex. Erwan, quelles sont vos informations sur cette attaque ? Bonsoir. Les recherches qui avaient débuté dimanche soir se sont poursuivies, menées par l'armée de l'air, se sont poursuivies toute la journée pour retrouver les dizaines de militaires qui étaient portés disparus non loin de la frontière entre le Mali et la Mauritanie, dans la région de Ségou. Et le bilan qui nous a été communiqué tout à l'heure par l'armée est lourd. 24 soldats tués, vous l'avez dit. 8 d'entre eux ont été récupérés. On ignore dans quel état ils se trouvent. Et puis plusieurs militaires sont toujours introuvables. La communication de l'armée malienne qui précise qu'à l'heure où l'on se parle, les recherches continuent pour tenter de les retrouver dans la zone. Difficile pour le moment d'établir une réelle chronologie ni même un déroulé des faits de cette attaque, de cette embuscade qu'a subi l'armée malienne. Ce que l'on sait, c'est que seule une vingtaine de soldats parmi la soixantaine qui patrouillaient dans ce secteur à ce moment-là ont pu rejoindre leur camp après cette attaque. Une nouvelle attaque donc meurtrière contre les forces armées maliennes qui intervient sur un territoire où les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda sont présents et actifs. Des djihadistes qui avaient tué 20 soldats maliens dans cette même région, dans l'attaque du camp de Sokolo en janvier dernier, dans le centre du Mali, devenu depuis plusieurs mois maintenant l'épicentre des attaques contre l'armée malienne et contre les civils. Merci beaucoup Erwan Chiex pour votre éclairage. Première comparution d'Ali Khochaib à la Cour pénale internationale. Cet homme est accusé entre autres de crimes de guerre au Darfour entre 2003 et 2004. Il est le leader des Janjaweed, cette milice envoyée par l'ancien président Omar el-Béchir pour mater une rébellion dans l'ouest du Soudan. Jean Barrère. Pour sa première apparition devant la Cour pénale internationale, Ali Khochaib a nié en bloc les charges qui pèsent sur lui. L'homme âgé d'une soixantaine d'années fait face à plus de 50 chefs d'accusation, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, parmi lesquels le meurtre et le viol de civils, la destruction de villages ou encore leur pillage. Il encourt la prison à perpétuité. This is not the hearing for presenting your 2003 et 2004. À l'époque, le président Omar el-Béchir, qui fait face à une rébellion, s'appuie sur les milices janjaouides, dont Khochaib est l'un des principaux leaders pour terroriser les populations. Celles-ci commettent de nombreuses exactions. Le conflit fait plusieurs centaines de milliers de morts et des millions de déplacés selon l'ONU. Justice for Darfur has already been elusive for too long. It is past time for that unsatisfactory state of affairs to change. A window of opportunity has been opened. We must collectively seize it. Let us act together to finally bring justice to the victims in Darfur. L'audition d'Ali Khochaib ouvre la voie au procès de celui qui serait le principal responsable du génocide au Darfour. Omar el-Béchir, président pendant 30 ans du Soudan, avait été destitué et emprisonné dans son pays en avril dernier. Il pourrait lui aussi comparaître devant la Cour pénale internationale prochainement. Les autorités soudanaises s'y sont engagées.
Et puis sachez également qu'une fosse commune renfermant les corps de dizaines de soldats exécutés en 98 par le régime de Omar el-Béchir a été découverte ces derniers jours à Khartoum. Ces soldats avaient tenté de déserter. Certains suspects sont aujourd'hui en fuite à l'étranger. Écoutez le procureur général du Soudan. تم العثور على المقبرة الجماعية، تم استجواب عدد كبير جدا من الشهود، وكانت إجراءات معقدة تتولى فيها التحقيقات والتحريات اللجنة مكونة من النائب العام وبرئاسة رئيس نيابة، كل اللجان برئاسة رؤساء نيابة وعضوية أخوان من السادة المحامين المشهور لهم بالكفاءة في الأداء الجنائي. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, 2 soldats sénégalais sont morts et plusieurs autres blessés en Casamance. Leur véhicule a sauté sur une mine. Ces soldats accompagnaient des habitants dans leur région. Ils menaient également des opérations contre les groupes armés, les trafics illégaux. Le démenti du MDN en Algérie. Le ministère de la Défense a publié un communiqué sur son site internet pour nier avoir eu recours à la violence dans une localité du sud du pays, Tinzawatine, près de la frontière malienne. Des images sur les réseaux sociaux ont fait état de blessés par balle après une manifestation contre le manque d'eau potable. L'armée algérienne parle d'un incident et de tirs inconnus en direction de ses gardes-frontières. Un tir aurait, je cite, touché un individu parmi la foule. La maison de l'opposante rwandaise Victoire Ingabire a été perquisitionnée samedi, une perquisition dans le cadre d'une enquête sur des liens avec des groupes considérés comme terroristes par les autorités rwandaises. Victoire Ingabire dénonce régulièrement les attaques et le harcèlement dont sont victimes les membres de son parti. La semaine dernière, l'un d'entre eux, Renan Abisenga, a été porté disparu. Les discussions sur la Libye entre Ankara et Moscou vont se poursuivre pour tenter de parvenir à un cessez-le-feu dans le pays. Un dialogue malgré l'annulation dimanche d'une visite à Istanbul de 2 ministres russes. En attendant, la Turquie et le gouvernement libyen installé à Tripoli discutent de l'utilisation par les forces turques de 2 bases militaires dans le pays. Dans le même temps, sachez que la France a jugé inacceptable le soutien militaire apporté par la Turquie au gouvernement d'entente nationale. Direction l'Éthiopie, où des agents du ministère de la Santé font du porte-à-porte pour sensibiliser les habitants des zones rurales aux gestes barrières contre le Covid-19. 80% de la population vit dans ces zones, des villages souvent éloignés où le manque de moyens rend ces populations d'autant plus vulnérables. Maria Guette-Nicolescu. Bonjour, comment ça va? Je vous salue de loin, comme ça. Ekelej se déplace de foyer en foyer dans la campagne au sud d'Addis Abeba. C'est une des 40 000 agents de vulgarisation employés par le ministère de la Santé pour disséminer les bonnes pratiques sanitaires. Pendant la crise du coronavirus, elle explique les méthodes préventives pour contrer la maladie. Notre présence a de nombreux avantages. Les foyers que nous visitons n'ont pas toujours la télévision ni la radio. En faisant du porte-à-porte, nous suscitons une prise de conscience. Nous expliquons comment le virus se transmet et quels sont les moyens pour s'en prémunir. Ici à Gunchiré, aucun cas de coronavirus n'a encore été enregistré. Mais les autorités s'inquiètent d'une future apparition du virus dans la zone. Les problèmes d'approvisionnement se sont exacerbés depuis le début de la crise. Il n'y a pas d'accès au transport. Les hôpitaux n'ont pas suffisamment de matériel médical à disposition. Les produits d'hygiène personnelle manquent également. Nous faisons aussi face à un sérieux problème d'accès à la nourriture. Le port du masque est obligatoire dans certains marchés, mais la distanciation sociale est peu respectée. Afin de réduire ces contacts et augmenter l'accessibilité de certains produits, l'entreprise sociale Kidam et Mart vend du savon, du détergent ou encore des bouillons de légumes au porte-à-porte. L'entreprise emploie 2000 femmes à travers le pays et compte environ 1 million de clients. Je gagne du temps et en restant chez moi, je me protège de la maladie. Ce savon coûte 12 birres au marché et elle le vend pour 10 birres. Mais en Éthiopie, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour acheter ces produits, une précarité exacerbée par la pandémie. Cette situation pourrait accélérer la propagation du virus alors que le pays a enregistré une augmentation drastique du nombre de cas au cours des dernières semaines.
Avant de se quitter, on part en République démocratique du Congo. Le pays est le deuxième le plus touché au monde par l'insécurité alimentaire et la pandémie de Covid-19 a mis en lumière la dépendance du pays aux importations. La RDC est face à un défi, celui de l'autosuffisance alimentaire. Le pays possède pourtant 80 millions d'hectares de terres arables, dont seuls 10% sont exploités. Reportage signé Clément Bonnereau et Juliette Dubois. Sur les marchés de Kinshasa, difficile de trouver des produits congolais. Tout presque est importé. Là, il vient de la Chine. C'est importé. Maman, où tu vas? Ça aussi, c'est importé, ça vient du Cameroun. En RDC, plus de 80% des produits alimentaires viennent de l'étranger. Pourtant, à quelques kilomètres de là, des terres fertiles entourent la capitale congolaise. Beaucoup ne sont pas cultivés et les rendements sont faibles car les agriculteurs n'ont pas de système d'irrigation. À peu près 10 à 20 à 40 traitements, tout dépend de la force musculaire. C'est un travail difficile, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut que tu puisses travailler. En plus du manque de moyens, les associations de défense des agriculteurs dénoncent le manque d'accès au financement pour les paysans. Il n'y a pas de banque agricole pour financer les activités des petits paysans ou bien des paysans en général. Ça fait que les producteurs n'arrivent pas à s'acheter des intrants de qualité, des semences de qualité. Exploiter le potentiel agricole du pays, c'est l'une des promesses du président Félix Tshisekedi. Le gouvernement congolais a annoncé un plan de relance de l'agriculture de 4 milliards de dollars. Depuis l'indépendance, ou bien avant, on a concentré tous les efforts sur les mines. On a oublié qu'il y avait des sols, on a oublié qu'il y avait des populations. Eh bien, cette ambition-là, nous voulons la réaliser maintenant, que les sols prennent la place de ce sol. En 2019, la RDC n'a consacré que 3% de son budget à l'agriculture. Pourtant, selon l'ONU, le pays pourrait nourrir jusqu'à 2 milliards de personnes dans le monde. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.